Donc bonjour à tous, je suis Marion Lamarque. Je vais vous parler aujourd'hui de la couleur lumière donc appliquée à la mode. C'est à la fois un retour d'expérience personnelle, mais aussi un regard sur ce qui s'est passé ces dernières années et puis peut-être une projection sur ce qui pourrait nous arriver dans les mois et les années à venir. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, Marion Lamarche, je suis designer, je suis artiste aussi et surtout passionnée par la couleur. Donc, j'ai un travail plastique dans la rue, hein, puisque je fais du street art. J'interviens aussi en design, comme je l'ai dit. Et donc, pendant une dizaine d'années, j'étais responsable de la couleur pour le groupe Decathlon et j'y reviendrai puisque une partie de mon expérience de la couleur lumière vient de toutes ces équipes que vous voyez ici. Et depuis quelques années, donc j'ai cofondé Color de Life et j'en assume la présidence. Donc Color de Life, c'est une agence de conseil et de formation en stratégie couleur. Pourquoi la couleur? Parce qu'en fait, c'est le premier stimulus que l'on perçoit, donc c'est aussi le premier facteur de désirabilité d'un produit. Et on le sait tous, la couleur, en fait, elle augmente la reconnaissance et la reconnaissance d'une marque en particulier. Elle nous influence, en fait, elle influence les usagers, les clients, vos équipes, elle influence nos émotions, nos comportements et nos décisions. Donc, notre méthode chez Color de Life, c'est tout d'abord la sensibilisation, comme aujourd'hui avec ce webinaire. Mais c'est aussi de créer et de décider collectivement, puisque c'est le meilleur moyen que les stratégies soient cooptées par tous. C'est aussi des collaborations étroites avec les opérationnels, jusqu'à du feedback et du mentorat sur le suivi de projets. Donc, on a trois domaines d'intervention principaux chez Color de Life. Alors, évidemment, je viens d'en parler, donc le design, le marketing, l'architecture et la décoration, et les méthodes et les processus. Donc, à titre personnel, j'ai eu l'occasion de travailler avec Register Design sur l'identité de la marque Flunch. Donc, vous voyez ici la palette et la façon dont elle a été déclinée dans divers restaurants. Des stratégies marketing, donc avec Target, par exemple, donc un fabricant de revêtements de sol, ou Daxon, qui est une marque de mode senior, donc sur la stratégie produit et la stratégie communication. Et enfin, comme je vous le disais, les méthodes et processus, donc là, avec un accompagnement de la marque Boulanger, donc aussi bien sur la stratégie couleur produit, donc par marque, et puis au global, que la stratégie liée au développement de la couleur. Donc comment on la choisit, comment on la développe, comment on la met en rayon. Chez Color de Life, nous proposons aussi donc des formations et des événements. Notre but, évidemment, c'est de développer votre performance, mais aussi votre motivation. Et nos événements, c'est aussi pour que la couleur soit utilisée de manière créative et responsable. Donc, choisie pour le bien-être de ceux qui la voient, bien sûr, mais aussi de ceux qui la créent et de nos écosystèmes. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de participer à des after-work, des ateliers, des webinaires comme aujourd'hui. Et donc, on est un certain nombre d'experts et de passionnés en France qui collaborons pour ces événements-là. Et donc, vous retrouvez l'ensemble de nos contenus de passés sur notre chaîne YouTube, Color de Life Network, ou sur le compte Instagram Color de Life Network. Donc, pourquoi la couleur lumière aujourd'hui? Alors, d'abord parce que je vois ça depuis quelques années, c'est-à-dire que ce soit des professionnels dans des ateliers ou des formations, ou même des étudiants, le réflexe d'aller chercher dans les échantillons, les nuanciers, les couleurs telles qu'ils les voient sur des écrans. Or, en synthèse additive, synthèse soustractive, on ne peut pas obtenir les mêmes couleurs sur un écran et en physique, en tout cas pas toujours. Donc, j'explique régulièrement que si vous voulez vraiment donner un aspect encore plus vif aux couleurs, par exemple, il faut les contraster. Si on met deux vifs
ensemble, ils vont avoir l'air encore plus vifs que s'ils étaient seuls. Mais cette couleur lumière, moi je repars de 2007 avec le premier iPhone d'Apple, donc iPhone comme Internet Phone. Donc c'était pas le premier smartphone, hein, puisqu'il y avait aussi d'autres choses à l'époque. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on s'est retrouvé avec autant de pixels colorés dans la poche. Et ça a vraiment influencé notre regard sur la couleur. Instagram juste après, encore plus, puisque là, c'est l'image pleine page qui est venue s'imposer à nous, donc l'image portant des couleurs numériques, des couleurs sur écran. Et j'attire votre attention ici sur le dégradé de couleurs qu'on a sur le web, très présent dans toutes nos applis. En fait, il est pas tout à fait récent. Ça date de la fin des années 90 avec une version d'Illustrator qui a proposé des dégradés colorés. Et il y a eu une mouvance de création de logos notamment, en tout cas dans le design graphique, énormément de choses faites en dégradé à cette époque-là, donc fin des années 90, début des années 2000. Donc quand il y a une nouvelle technologie disponible, les designers ont tendance à s'en emparer. Et on le voit s'étaler aussi jusque dans la mode, hein, avec, on ne s'en lasse pas, le dégradé qui est présent depuis maintenant une vingtaine d'années, est très présent en habillement, mais aussi dans la mode, on va le retrouver dans le décor par la lumière, dans les shootings photos, donc encore une fois par la lumière, mais ça peut être aussi dans l'architecture commerciale. Mais revenons aux couleurs lumière. Et là, je retourne à l'époque où je travaillais dans le sport, donc chez Decathlon, qui s'appelait à l'époque Oxylan. On participait au comité français de la couleur et on avait les infos aussi de Première Vision. Et là, vous avez, par exemple, suite au salon Première Vision printemps-été 2012, on voit que grâce à la technologie numérique, l'œil est de plus en plus sollicité par les couleurs ultra saturées. Donc en fait, on a eu ce goût pour des couleurs extrêmement fortes avec des contrastes aussi très forts. Et puis le défilé Valentino printemps-été 2010 avait marqué les esprits aussi avec des couleurs très acidulées, très fluo. Et cette tendance du fluo, elle est revenue à tous les niveaux, y compris dans le sport. Un exemple marketing très intéressant, c'est ici Nike qui, pour les JO de Londres en 2012, a équipé tous les athlètes de chaussures jaune fluo. Évidemment, la tenue des athlètes, elle est aux couleurs du pays représenté, mais les chaussures, c'est les chaussures du sponsor. Donc ça permettait finalement, même sur une tablette ou un téléphone, où on pouvait commencer à l'époque à suivre les JO, de repérer tous les athlètes qui couraient en Nike grâce à ce pixel de jaune fluo se déplaçant sur l'écran. Une stratégie mise en place de manière différente par Puma en 2014, où là c'était pied gauche, pied droit de couleurs différentes. Mais pareil, ça permettait de savoir que le joueur jouait avec des Pumas au pied. Si je reviens chez Decathlon, donc mon rôle, j'en ai plein, mais un de mes rôles, c'était d'accompagner les marques dans la création de leur stratégie couleur de marque, donc produit, identité, mais aussi produit, quel territoire de couleur, quel type de contraste, qu'est-ce qu'elles allaient raconter par la couleur. Et si je prends Kalenji, c'était la marque de running, donc était animée au niveau de la couleur par Valérie Aubry. Et Valérie avait besoin de couleurs extrêmement vives, dans un premier temps pour une question de sécurité, puisque le running est pratiqué en environnement urbain notamment, et donc il faut être visible par les automobilistes. Euh, donc on avait ce besoin de couleurs extrêmement saturées. Mais c'est aussi pour représenter la performance, l'énergie du sport. Donc à l'époque, on flashait donc des couleurs très vives en utilisant des nuanciers qu'on trouvait notamment pour tout ce qui était maillot de bain.
Et ça nous permettait de réutiliser ces couleurs-là sur d'autres matières et au sein de la collection. Puis Pantone a sorti le TN, donc un nuancier sur polyamide avec des couleurs fluo, donc qui comportent des pigments qui réagissent sous la lumière UV. Et on voit qu'on a eu une gamme beaucoup plus vaste que ce qu'on connaissait jusqu'alors, c'est-à-dire un jaune, un orange, un rose et un vert fluo. Là, il y a eu une première déclinaison. Et puis, chaque marque a pu ensuite faire ses propres couleurs avec ses fabricants. Alors, je voulais attirer votre attention sur un point clé ici quand on parle de couleur lumière, c'est que tout ce qui est fluo, c'est-à-dire qui comporte des pigments fluo, va être bien sûr visible dans la lumière du jour puisqu'elle comporte des UV, mais pas forcément dans les magasins puisque tous les magasins ne sont pas équipés avec des LED qui comportent des UV. Donc cet exemple-là vous montre que vraiment on voit que les fluos ressortent sous une certaine lumière. On a moins cette impression là quand on est en lumière sans UV évidemment, comme on le voit ici et là. Donc ça me donne l'occasion de vous parler d'une étude que l'on souhaite mener pardon, avec le laboratoire de Sophie Josse de l'ENTPE à Lyon, donc, qui est cautionné par la Commission internationale de l'éclairage. Notre objectif étant de trouver quelle serait la courbe LED qui s'approcherait le plus de la lumière du jour et qui nous permettrait finalement de restituer les couleurs, les finitions, de manière générale, la qualité perçue de la meilleure façon. Donc aussi bien pour le design que pour la validation d'une production, par exemple. Et donc, on va s'intéresser aussi, dans le cadre de cette étude, à l'effet ou non de la présence des UV dans l'éclairage. Mais pour en revenir au sujet principal, qu'est-ce que peuvent représenter les fluos? Alors, on voit qu'au cours des années, les fluos, ils ont représenté le monde virtuel, par exemple. Alors pour les plus jeunes, ça va vous paraître ridicule, mais voilà, dans les années 2010, le monde du virtuel était encore quelque chose de nouveau. Les fluos ont permis de jouer la transparence colorée et active. Donc on a eu beaucoup, à un moment donné, comme ça, d'images noir et blanc recolorisées, voire de superposition de transparence fluo. Et puis le fluo qui évoque la lumière dans la nuit, la lumière dans l'urbain. Donc jouer avec des sombres, jouer en dégradé ou avec des gris colorés. Jusqu'à la saison printemps-été 2017, il me semble, où chez Decathlon, donc évidemment, on avait toute cette présence de gris coloré, mais aussi une forte présence de coloris très vifs, y compris un bleu presque fluo. Alors, le bleu fluo n'existe pas puisque il faut de la lumière bleue finalement pour voir le fluo. Mais en tout cas, un bleu extrêmement vif qui est assez proche de la nouvelle identité de Decathlon d'ailleurs aujourd'hui. Alors à l'époque, ma première question, c'était est-ce que c'est bien finalement de faire tout ça? Est-ce que on a raison de mettre du fluo partout? Et par exemple, il y a des produits qu'on s'interdisait de faire en fluo chez Decathlon parce que les technologies utilisées étaient extrêmement polluantes. Il y a eu des progrès au fur et à mesure des années qui ont permis, on va dire, de se les approprier. Néanmoins, on sait que la teinture est un réel problème. Il y a même une estimation qui prouverait qu'on aurait 20% de la population, de la pollution pardon, des eaux dans le monde qui serait due à la teinture textile et 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc c'est un vrai sujet. Alors comment l'embrasser? Le premier, ça a été de travailler pour éclairer mes collègues de l'époque avec Sarah Létoile Vietti qui était stagiaire auprès de moi sur la mise à disposition de tout ce qui était solution moins polluante, mais pour toujours conserver de la couleur et des couleurs extrêmement vives. Donc si on reprend les années 2010,
On part de la couleur lumière, on a le jaune fluo de la performance du sport. Il s'est intégré à la mode et vous l'avez vu partout, y compris sur l'enfance, avec des choses aberrantes, hein, comme par exemple du coton imprimé avec du jaune fluo, où juste après quelques semaines d'exposition dans le magasin, on ne voyait plus le fluo. Alors évidemment, après un lavage, ben, ça se voyait encore moins. Je ne parle pas de cet exemple-là, hein, mais de manière générale. Et puis, il y a eu la crise des Gilets jaunes en l'hiver 2018-2019, qui a mis un premier coup d'arrêt à cette envie de couleur lumière utilisée à travers le fluo. Aujourd'hui, dans le sport, les couleurs extrêmement saturées sont toujours présentes et vous avez un exemple actuel. Le dégradé, on voit il est toujours là, alors peut-être moins linéaire. Mais dans la pop, le fluo est resté. La couleur lumière très vibrante comme celle-ci, en fait, elle a un côté très jeune, très impertinente, assez décomplexée et ne disparaît jamais complètement. Alors Vogue nous le fait remarquer, hein, donc en avril 2024, puis récemment, donc en mai dernier, où cette tendance de couleurs extrêmement lumineuses, soi-disant dépassée, fait toujours son grand retour. Donc ça ne disparaît jamais complètement. Et on voit que les pièces, par exemple, sélectionnées par Vogue sont des pièces unies, pas toutes fluo, mais en tout cas avec des couleurs acidulées très vives. Donc, comme je vous le disais, le fluo et en particulier le jaune, c'est une couleur qui est impertinente aujourd'hui, qui est assez décomplexée et qui est intéressante à marier avec des choses plus classiques justement pour casser. En ce moment, l'exposition Disco à Paris révèle qu'on a toujours envie de lumière, de paillettes, de brillance, etc. Et je suis assez surprise. Alors là, c'est moins avec les professionnels, c'est plutôt avec les étudiants, à quel point le disco et ce style est valorisé par la jeunesse aujourd'hui. Alors, comment faire de la couleur lumière? Évidemment, il y a tout ce qui va être l'inclusion métallique, donc tout le travail métallisé, que ce soit du métal, des fils du Rex, ou des effets métallisés par l'impression, par exemple. Les effets réfléchissants, holographiques, ou ce qu'on trouve aujourd'hui, des effets et réfléchissants et holographiques. Le phosphorescent, toujours là pour briller dans le noir. Donc le principe de la phosphorescence, c'est de la restitution de la lumière après avoir emmagasiné des UV. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que on n'a pas seulement le blanc un peu jaune, un peu vert. Même si on obtient ce vert à la fin, on va dire dans le noir, on peut avoir d'autres couleurs aujourd'hui. Et si on avait dans la mode des évolutions telles que ce véhicule de BM nous le propose, c'est-à-dire une carrosserie qui change de couleur selon et de motif hein, selon nos envies. Alors il y a eu des expérimentations, par exemple Zach Posen avec Google en 2015 avec quelque chose d'assez sobre, une transmission de data à travers des LED. La Galaxy Dress de Cute Circuit, qui avec 24 000 pixels en 2015, on va dire, nous en a mis plein les yeux. Et depuis, plein de choses existent, diverses et variées, jusqu'au plus carnavalesque. Donc, on va dire qu'on peut intégrer finalement aujourd'hui les LED de manière très différente. Et puis la fibre optique, donc la fibre optique qui n'est pas seulement blanche, mais qui peut aussi être légèrement colorée, donc qui apporte encore une fois cette lumière dans le textile.
Et puis, si on parle d'inclusion électrique dans le textile, bah, demain, finalement, ces robes pourraient être aussi 100% autonomes, hein, puisqu'on est capable d'intégrer du photovoltaïque dans le textile. Donc, vous avez quelques exemples ici. Pour parler d'avenir, encore une fois, c'est compliqué aujourd'hui de savoir de quoi demain sera fait, puisque on voit que l'inclusion de l'aide, bah, ça a déjà plus de 10 ans aujourd'hui et ce n'est pas encore dans la fast fashion partout. Il y a en revanche, plein d'expérimentations inexistantes, mais en tout cas qui nous font rêver, et c'est plutôt par celle-ci que je voudrais terminer. Donc d'abord par le travail de Candy Design, qui travaille encore une fois uniquement avec des outils d'intelligence artificielle et qui propose des superpositions de couleurs acidulées qui donnent cet effet de couleurs en mouvement, lumineuses et en mouvement, mais pourtant matière. Quantum Mode, lui, propose des créations avec des lignes lumineuses qui viennent souligner les lignes du produit, les lignes du corps. Ou enfin, ce travail que j'adore et qui a un côté peut-être parfois un peu kitsch, une évocation en tout cas de la bioluminescence par Sprinkle encore une fois un créateur numérique. Et pour conclure, je voudrais parler de la couleur YOLO. Donc, c'est une couleur qui n'existe pas en tant que telle, mais c'est une couleur que vous pouvez voir. Donc, c'est une représentation, ce vert bleu imaginé, mais finalement, c'est une couleur perceptive. Donc, je vous invite à lire l'article dans Science suite à la publication. C'est un peu technique, mais en s'accrochant un peu, on comprend le système. En tout cas, ça fait le tour de tous les passionnés de la couleur aujourd'hui. Et je m'attends à ce que YOLO, donc cette couleur extrêmement lumineuse, qu'on sait refaire avec des pigments fluo, puisque j'ai déjà eu l'occasion de travailler dessus, on sait les obtenir. On risque de la retrouver dans des collections textiles très prochainement. Donc, affaire à suivre. Je vous remercie et je vous propose qu'on passe maintenant à un temps d'échange pour avoir votre point de vue à chacun sur la couleur de lumière et comment vous la travaillez, comment vous l'abordez.